Le terrorisme encore, mais avec un attentat déjoué cette fois au Canada. 2 hommes s'apprêtaient à prendre pour cible un train de passagers sur la ligne très fréquentée qui relie Toronto à New York. Ils ont été interpellés à Toronto justement et à Montréal. Ils affirment qu'ils se préparaient à agir pour le compte d'Al-Qaïda en Iran. Le point avec... Salut à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro des infos dont on parle peu. Alors je voudrais remercier France 2 parce que toute cette semaine, ils nous ont diffusé des super vidéos. Là je crois que j'ai une réserve pour 2-3 semaines à venir là pour mes vidéos d'intro. Donc vous avez vu Al-Qaïda en Iran. Alors ça c'est nouveau. Alors bon, c'est marrant à la limite. Bon, ça a fait marrer les officiels iraniens hein, parce que forcément quand on se penche un petit peu sur cette histoire d'Al-Qaïda en Iran, ça tient pas la route plus d'une minute puisque Al-Qaïda c'est de mouvance sunnite, extrémistes sunnites et en Iran ils sont de mouvance chiite. Donc forcément ça va pas l'un avec l'autre. Donc il n'y a aucune concordance. Bon, les Américains ont bien essayé de nous vendre déjà le truc il y a longtemps hein, essayant de faire un lien entre l'Iran et le 11 septembre, etc. Là, c'est la France qui reprend cette information. Alors forcément, ils n'ont pas du tout investigué ou quoi que ce soit. Hein. Ils sont simplement contentés de reprendre l'information, de recopier quelque part. On ne sait pas où est-ce que ça a été sorti, cette histoire. Enfin bon, c'est complètement ridicule, quoi. Donc bon, écoutez, si les médias français ont toute l'arborescence, parce qu'on parle souvent de branches d'Al-Qaïda, branche iranienne d'Al-Qaïda, branche africaine d'Al-Qaïda, branche d'Asie d'Al-Qaïda. Bon bah écoutez, si vous avez toutes les branches et vous avez l'air d'être très informé, écoutez, sortez-nous l'arborescence complète d'Al-Qaïda, comme ça au moins on sera au courant hein. Bon écoutez, on va passer au sommaire, on va parler d'informations internationales, on va parler d'économie et on va parler de santé environnement. Alors accrochez vos ceintures et on y va. On commence les infos internationales, mais avant d'attaquer dans le vif du sujet, je voudrais quand même revenir sur cette histoire d'Al-Qaïda, parce que les gens doivent bien prendre conscience que Al-Qaïda n'est autre qu'une création des États-Unis d'Amérique. Les États-Unis d'Amérique qui ont supporté financièrement et techniquement Al-Qaïda dans les années 70 pour chasser l'Union soviétique d'Afghanistan. Un petit rappel, regardez. We also have a history of kind of moving in and out of Pakistan. I mean, let's remember here, the people we are fighting today, we funded 20 years ago. And we did it because we were locked in this struggle with the Soviet Union. They invaded Afghanistan, and we did not want to see them control Central Asia. And we went to work. And it was President Reagan, in partnership with the Congress, led by Democrats, who said, you know what, sounds like a pretty good idea. Let's deal with the ISI and the Pakistani military, and let's go recruit these mujahideen, and let's get some to come from Saudi Arabia and other places, importing their Wahhabi brand of Islam so that we can go beat the Soviet Union. And guess what? They retreated, they lost billions of dollars, and it led to the collapse of the Soviet Union. So there's a very strong argument, which is, it wasn't a bad investment to end the Soviet Union, but let's be careful what we sow because we will harvest. So we then left Pakistan. We said, okay, fine, you deal with the stingers that we've left all over your country. You deal with the mines that are along the border. And by the way, we don't want to have anything to do with you. In fact, we're sanctioning you. So we stopped dealing with the Pakistani military and with ISI, and we now are making up for a lot of lost time. On continue avec le Moyen-Orient, on va faire une très grosse page sur ce sujet. Alors d'abord pour dire qu'il semble que l'Empire soit passé à la vitesse supérieure dans cette partie du monde. Les États-Unis vont fournir une aide supplémentaire de 123 millions de dollars à l'opposition syrienne sous la forme de matériel non létal. C'est ce qu'a déclaré John Kerry après une conférence qui s'appelle « Nos amis de la Syrie » à Istanbul.
Alors justement, cette opposition syrienne s'est fait remarquer cette semaine puisqu'elle a attaqué un convoi transportant 2 tonnes d'aide humanitaire et des diplomates russes à Damas, et à 2 reprises. Je cite un officiel russe, le convoi qui transportait une aide humanitaire de l'aéroport à la ville de Damas et était accompagné par les représentants de notre ambassade a été attaqué par l'opposition armée le 14 avril et il a été de nouveau attaqué le 20 avril alors qu'il rentrait de Damas à l'aéroport. On continue sur la Syrie et une information à prendre avec des pincettes, mais je vais quand même la donner, puisque certains responsables turcs, français et américains seraient impliqués dans un vaste trafic d'organes qui sévit en ce moment à Alep occupé. La chaîne de TV Al Mayadeen a diffusé un reportage où elle étudie les vastes dimensions de ce trafic. Le présentateur a cité des témoins oculaires qui affirment que les organes des blessés ou des morts syriens sont trafiqués vers la Turquie et que de multiples bandes de trafiquants sont actives dans le nord de la Syrie. Certains médecins syriens confirment l'implication des responsables turcs, français et américains. Barkat Gares, un expert turc, affirme d'ailleurs que ce trafic n'est pas une chose nouvelle. En Turquie, cela fait des années que les réseaux turcs et issus des Balkans, en coordination avec les réseaux israéliens, trafiquent des reins et des foies. Il y a même des cliniques conçues à cette fin sur les frontières avec la Syrie. Et il rajoute « J'avais amené à l'hôpital 3 blessés syriens et en revenant je me suis aperçu qu'ils n'avaient plus de reins, qu'ils souffraient de terribles affections. » Et il ajoute « Des ambulances transportent des blessés syriens à Antioche et à Kilis, ville turque, et là leurs organes sont vendus. Ce sont des témoins oculaires qui nous le racontent. » Fin de citation. On va parler d'Israël maintenant, qui a accéléré aussi sur le plan diplomatique. Alors on a appris plusieurs nouvelles. D'abord, des témoignages. Selon l'ancien chef militaire israélien Yamos Yadlin, l'Iran sera en passe d'avoir la bombe nucléaire d'ici cet été. Et il a ajouté qu'Israël n'a pas besoin d'aide extérieure pour réaliser des attaques préventives sur l'Iran. On a aussi le président israélien Shimon Peres qui a déclaré « Je n'ai aucun doute que si les négociations diplomatiques avec l'Iran échouent et que Téhéran continue son développement nucléaire, le président américain Barack Obama mènera une attaque militaire contre l'Iran. » Donc on voit bien les officiels qui mettent la pression sur les Américains. On continue avec le secrétaire d'État à la défense US Chuck Hagel qui était en visite en Israël ces jours-ci et il a passé un message de la part de l'administration Obama. Son message c'était que c'est à Israël de décider de procéder à une attaque préventive sur l'Iran. Donc c'est presque un feu vert pour aller attaquer l'Iran en fait. Donc à partir de là on voit tous les efforts israéliens, tous les efforts diplomatiques. Alors d'abord l'effort diplomatique avec la Jordanie, puisque le roi jordanien Abdallah II a mis 2 couloirs aériens à la disposition de l'aviation israélienne. Je cite, c'est un geste fort et exceptionnel, confie une source militaire occidentale. Alors pour éviter d'être repérés, les drones israéliens volent durant la nuit, précisent les militaires, et ils font de la reconnaissance, mais ils sont aussi armés et peuvent donc frapper une cible n'importe où, en Syrie ou en Iran. Toujours Israël, alors des officiels israéliens se sont rendus en Turquie. Alors tout d'abord pour présenter des excuses à propos de la tuerie de ressortissants turcs lors de l'opération de la flottille pour Gaza en 2010, vous vous rappelez de cette histoire, mais aussi pour échanger leurs nouveautés technologiques contre une base aérienne près d'Ankara afin de pouvoir frapper l'Iran. Israël toujours, et un officiel israélien, ancien ambassadeur, Dan Gilerman, qui a dit sur une chaîne publique américaine que la Corée méritait d'être rayée de la carte et que ça servirait d'exemple pour l'Iran. Regardez. You know, when you look at North Korea thumbing its nose at the world, threatening not just its neighbor South Korea, but the United States, and in return the Secretary of State says that a nuclear North Korea is unacceptable. It is nuclear already. I think in recent months, the most unacceptable word in the dictionary is unacceptable. What does it mean unacceptable when you are already nuclear? And I think that the people who are watching it most closely and probably cheered when they heard the press conference by the Secretary of State saying, come on, let's talk to the North Koreans. They've been talking to the North Koreans for 10 years under the 6-party talks, and the North Koreans have developed nuclear weapons, tested nuclear weapons, and are today threatening to use it against the United States. So what should these ayatollahs in Iran think? I think that if North Korea continues on this course, it should
be wiped off the face of the map. It would be an excellent message and a very clear one to the rest of the world and especially to the Iranians. And one thing we must all remember is that there is a huge difference between North Korea and Iran, because while North Korea attained nuclear weapons out of desperation, Iran is seeking them out of aspiration. Aspiration to rule the Arab and Muslim world and to change civilization as we know it. And the message to them should be very clear that the world will not allow it to happen. And North Korea presents the world with an opportunity to send that message to. On continue avec Israël et on apprend cette fois-ci que pour rentrer dans le territoire israélien, les officiels israéliens vont vouloir voir vos messages électroniques. Donc vous avez le droit de refuser, mais ceci sera pris en compte au moment de vous laisser entrer ou non sur le territoire israélien. Et pour terminer, on apprend que Obama s'apprête à vendre pour 10 milliards de dollars d'armes à Israël, en Arabie Saoudite et aux Émirats Arabes Unis. Pour terminer avec le Moyen-Orient, un petit mot sur le Bahreïn, puisque ça fait plus de 2 ans que les gens se manifestent contre la monarchie. Et cette année encore, lors du Grand Prix de F1, on a vu des dérapages au Bahreïn. Alors on a vu des manifestations qui ont été réprimées assez durement. Mais bon, ça n'a pas empêché le Grand Prix de se dérouler, donc ne vous inquiétez pas. Un petit mot sur la Birmanie, où il se passe pas mal de choses, et dont on n'entend absolument pas parler dans nos médias. Les Rohingyas, alors excusez la prononciation, hein, ce sont les musulmans de Birmanie, et ils font face à un génocide dans ce pays à majorité bouddhiste. Selon Human Rights Watch, les forces de sécurité birmanes s'adonnent à des meurtres, viols et arrestations de masse. Vous pouvez voir ici quelques images. On parle un petit peu du Mali, parce qu'on a tendance quand même à oublier que la France est en guerre au Mali quand même. Donc ouais, c'est vrai que les médias sont occupés à nous raconter Al-Qaïda en Iran, c'est vrai. Donc le Conseil de sécurité de l'ONU a autorisé la création d'une force de maintien de la paix de 12 600 casques bleus chargés de stabiliser le nord du Mali après l'intervention française contre les islamistes qui contrôlaient cette région. Cette mission intégrée des Nations Unies pour la stabilisation du Mali prendra le relais et sera déployée le 1er juillet prochain si les conditions de sécurité le permettent et pour une période de 12 mois. Il n'empêche que, selon le ministre français de la Défense, Jean-Yves Le Drian, je cite, « Parallèlement, je pense qu'il faut le dire avec beaucoup de clarté, la France restera militairement présente elle-même au Mali, en gardant un ensemble d'1 millier de soldats, permettant d'empêcher la reconstruction des groupes terroristes et éventuellement d'intervenir s'il y avait des attaques sur certains mouvements qui, pour l'instant, sont résiduels, mais dont il faut empêcher la renaissance. » Bon, je traduis un petit peu tout ça. On va laisser 1000 militaires sur le territoire pour défendre nos intérêts au Mali, au Niger et dans les alentours. On parle de la Russie maintenant. Alors la semaine dernière, je vous avais parlé de l'envoi d'un satellite russe, enfin un satellite pour l'OTAN de la part de la Russie, ce qui me semblait relativement bizarre. Et cette semaine encore, une information assez bizarre et préoccupante, puisqu'on apprend que la Russie et l'OTAN testeront un détecteur d'explosifs dans le métro d'une capitale européenne en juin prochain. Alors bon, quand on sait que les attentats de Madrid, du 11 septembre, de Londres et de Boston se sont tous déroulés alors qu'il y avait des exercices de ce type, des exercices militaires ou policiers, nous voilà prévenus. Alors bon, comme le Bilderberg, et c'est confirmé maintenant, va se dérouler à Londres du 6 au 9 juin prochain, j'espère que les tests n'auront pas lieu à Londres dans le métro londonien. Affaire à suivre. Pour terminer ces infos internationales, 2 informations à propos de la censure. Alors d'abord, la censure Internet. C'est un article du Guardian qui dit que chaque État du monde va voir plusieurs millions de personnes se connecter à Internet, de nouvelles personnes se connecter à Internet, et que chaque État va essayer de réguler son Internet selon sa propre image. Et enfin, le dernier article, c'est sur la loi CISPA qui est passée aux États-Unis. Alors, il y a tout juste 1 an, la loi CISPA était adoptée par la Chambre des représentants, l'équivalent de notre Assemblée en France, avant d'être retoquée par le Sénat. Mais cette fois-ci, le texte a réussi son 2e passage en Assemblée et a été adopté par une majorité assez large, 288 votes contre 127 contre. La proposition de la loi CISPA, CISPA ça veut dire Cyber Intelligence Sharing and Protected Act, est né des échecs successifs des lois SOPA et PIPA. L'essence de ce texte est d'accroître la surveillance de l'Internet
pour parer à toute cybermenace. Une ambition qui suscite une vive polémique aux États-Unis. Alors CISPA, c'est quoi? La loi CISPA vise à accroître le contrôle du web pour parer à toute cybermenace. Concrètement, elle porterait sur un partage poussé d'informations entre les entreprises privées et les agences gouvernementales américaines. Un amendement visant à interdire aux entreprises privées toute utilisation à portée commerciale des données recueillies a également été ajouté. Et pour les agences gouvernementales, un amendement prohibe désormais l'utilisation des données collectées pour mener à bien la surveillance des résidents américains. Reste à savoir comment, en pratique, ces garde-fous pourraient être contrôlés. Voilà donc 2 infos successives qui nous montrent que les gouvernements aimeraient bien réguler et maîtriser Internet et les informations. On attaque la partie économie. Tout d'abord avec les déclarations d'Angela Merkel lors d'une conférence à Berlin, à la Deutsche Bank. Elle a donc déclaré que les membres de la zone euro doivent se tenir prêts à céder leur souveraineté dans certains domaines aux institutions européennes pour permettre au bloc de surmonter la crise et d'attirer à nouveau les investisseurs étrangers. Et elle avait avec elle le Premier ministre polonais, Donald Tusk, qui a également défendu le recours à la politique d'austérité pour faire face à la crise, affirmant que l'Europe devait trouver à la fois une manière de générer de la croissance tout en assainissant ses finances. Alors cette perte de souveraineté des États, est-ce que ça serait pas une manière assez facile pour parvenir au traité transatlantique que les Européens et les Américains sont en train de nous mettre en place? J'espère qu'on pourra en reparler dans un très prochain numéro. On parle de la France maintenant, alors pas mal de choses à dire sur le plan économique à propos de notre pays. Tout d'abord, le rapport de la Cour des comptes sur la situation financière publique. Alors ce rapport a été sorti en janvier dernier. Alors je me suis procuré ce rapport. Alors je l'ai bien regardé, je vous donne le lien, comme ça vous pouvez vous le regarder vous aussi. Alors dans ce rapport, à un moment donné, il y a un tableau sur la loi de programmation des finances publiques. Bon, très bien. Donc on voit dans ce tableau que la dette publique de la France en 2011 était 86% du PIB, 2012 89,9%. En 2013, on prévoit 91,3%. En 2014, ça décroît, 90,5%. Puis après, ça décroît, 88,5%, 85,8%, 82,9%. Waouh, des chiffres qui sont vraiment très intéressants. Donc ensuite, j'ai cherché dans le rapport comment on allait obtenir de tels chiffres. Donc j'ai cherché de haut en bas, de bas en haut. Et j'avoue que j'ai pas trouvé la solution. Et puis donc j'ai vu ce petit paragraphe qui est à la fin du rapport et qui dit que alors cet effort est indispensable. Alors l'effort de restructurer nos administrations publiques, d'accord, est indispensable non seulement pour équilibrer les comptes publics, mais aussi pour améliorer l'efficience des dépenses. Mais donc toutefois, aucune réforme porteuse d'économies substantielles au-delà de 2013 peut être identifiée. Aussi, la priorité absolue est-elle aujourd'hui de prendre sans tarder les décisions et d'engager les réformes nécessaires dans l'ensemble des administrations publiques pour se rapprocher d'une stabilisation en volume des dépenses grâce à des gains de productivité et à une révision du contenu des missions. Autrement dit, les chiffres qu'on nous donne après 2013, il y a aucune garantie qu'on y arrive. C'est purement spéculatif, donc c'est pas une information. C'est vrai que c'est impressionnant, on voit ça décroît là, c'est super, mais c'est aucunement réaliste. On continue avec la France et on apprend que le géant pétrolier français Total compte investir 130 millions de dollars en 2013, soit environ 100 millions d'euros, dans l'exploration de gaz en Libye. C'est ce qu'a dit le directeur de la filiale libyenne de la compagnie, Bernard Avignon. Selon lui, cet investissement permettra de réaliser le forage de 2 puits d'exploration dans le bloc offshore exploité par la compagnie en Libye. Et il a précisé que ces travaux devraient débuter mi-mai. La France toujours, et l'analyse de Jacques Sapir, toujours très intéressante, à propos de l'Europe au bord du gouffre. Alors il parle de l'Europe, mais il parle beaucoup de la France, bien évidemment. Donc selon lui, l'écroulement de la consommation en France, l'explosion du chômage, alors entre parenthèses, le chômage qui a passé un record en France, 3,22 millions de chômeurs en France en mars, et puis en Espagne aussi, on a explosé les records, 6 millions en Espagne, donc tous les records sont battus. Alors en Espagne, ça a porté des violences, des manifestations à Madrid le 25 avril, et la police espagnole a chargé à coups de matraque un groupe de jeunes. Bon bref, en tout cas on voit que c'est en train de dégénérer un petit peu partout. On revient à Jacques Sapir et à son analyse.
Donc la détérioration générale de la situation économique pose ouvertement le problème de l'austérité adoptée par l'ensemble des pays depuis 2011, à la suite de la Grèce, puis du Portugal et de l'Espagne. Mais la volonté allemande de poursuivre dans la voie de cette politique est indéniable. Pourquoi un tel entêtement ? Pour l'interrogation. La zone euro rapporte à l'Allemagne environ 3 points de PIB par an. Autrement dit, ça c'est moi qui le dis, autrement dit, pour les Allemands, pour l'instant tout va bien, quoi. 3 points de PIB, on est en récession, mais bon, eux ils continuent de se développer, même si sa vitesse réduite continue. Donc je reprends. Donc l'excédent commercial qui est réalisé est à 60% au détriment des partenaires de la zone euro, ou par le biais des effets induits par les exportations. Vous pouvez lire toute la suite de cet article sur le lien que je vous donne. Si vous voulez suivre un petit peu toute la liste des licenciements en France et dans l'Europe et dans le monde, vous pouvez suivre le blog de Pierre Jovanovic bien sûr, mais vous pouvez aussi aller sur la petite carte, sur le petit lien que je vous envoie. C'est une carte des plans sociaux. Donc ça c'est dans le Parisien, alors c'est bizarre, le Parisien se réveille. Bon, en tout cas il y a une carte des plans sociaux, vous pouvez cliquer sur les petits points puis vous pouvez voir tous les petits plans sociaux qui sont en préparation un petit peu partout dans notre pays. C'est comme si notre pays avait une maladie, vous voyez, style la rougeole ou je sais pas, une espèce d'une maladie qui la ronge avec plein de points rouges dessus. On parle de l'Islande maintenant, l'Islande qui s'est fait remarquer dans le bon sens du terme et qui continue de se faire remarquer dans le bon sens du terme, puisqu'elle a ordonné aux 2 géants des cartes bancaires Visa et Mastercard, qui bloquent les donations au site internet Wikileaks depuis 2010, de permettre à nouveau les dons. Donc la Cour suprême a confirmé un jugement prononcé en juillet qui estimait que Valitor, anciennement Visa Iceland, avait mis fin sans raison valable à son contrat avec Wikileaks. Elle a donné à cette société 15 jours pour rouvrir le portail de donation. Si ce n'est pas fait, Valitor devra s'acquitter d'une amende journalière de 800 000 couronnes, plus de 5 200 €. On termine la partie économie en parlant de l'or, puisque le 16 avril, le prix de l'or a brutalement chuté de 13%. L'once est tombé sous les 1400 $. Bon alors on le sait très bien, le prix de l'or est manipulé, c'est pas nouveau, hein. Faut pas faire de l'ombre au roi dollar US. Mais aujourd'hui on apprend une autre nouvelle, c'est que les réserves d'or de la JP Morgan ont plongé de 64% en 24 heures. De 11,4 tonnes d'or, on est tombé à 4 tonnes d'or dans leurs réserves. Alors question, où est-ce que cet or est-il passé? Et pourquoi avoir vendu tout cet or? On attaque la partie santé-environnement maintenant, et on va parler de vaccins. Alors on va parler du vaccin pédiatrique de Sanofi qui sera prochainement mis sur le marché. Un 6 en 1 qui regroupe vaccin contre la diphtérie, le tétanos, la coqueluche, l'hépatite B, la poliomyélie et contre certaines infections comme la méningite. Allez hop, tout ça dans un seul vaccin et en avant. Ce vaccin pourra être administré aux nourrissons lors de la primo-vaccination et pour le rappel des bébés à partir de l'âge de 6 semaines. Sanofi précise que la décision de la Commission européenne s'appuie sur la recommandation de l'Agence européenne des médicaments fondée sur les résultats d'études cliniques impliquant 5000 bébés. Et ce vaccin sera commercialisé sous le nom de marque Exion dans les pays d'Europe. On continue, alors on va pas parler de vaccin directement, mais bon, comme un nouveau virus de la grippe aviaire est apparu en Chine, le virus H7N9, et que, selon l'OMS, il est redoutable dans sa catégorie et se transmet facilement à l'homme, en tout cas plus facilement que sa version précédente, qui avait déjà fait plusieurs centaines de morts en 2003. Donc en Chine, il a déjà fait 22 morts sur les 108 personnes infectées, toujours selon l'OMS, et depuis sa première détection, le H7N9 a déjà produit près de 2 fois plus d'infections en Chine que n'en avait produit le H5N1 en une décennie. Voilà qui va donner du boulot pour nos laboratoires pour nous concocter un bon petit vaccin pour la rentrée en septembre prochain, ce qui va leur permettre de gagner plein de sous. On continue et on va parler des farines animales. Alors le Parti socialiste à l'Assemblée nationale a rejeté le 17 avril dernier un amendement favorable à l'instauration d'un moratoire sur l'utilisation des farines animales dans l'élevage du poisson. La commission des affaires européennes se réunissait au Palais Bourbon et devait se prononcer sur un amendement proposé par le député UDI Arnaud Richard dans le cadre d'une résolution tendant à la création d'un droit européen pour le consommateur. Une question sur laquelle le parti de centre-droit a trouvé les écologistes pour alliés. Mais l'amendement qui proposait un moratoire sur l'utilisation des farines animales pour nourrir les poissons d'élevage a finalement été rejeté à la faveur de l'opposition du Parti socialiste.
Le député des Yvelines Arnaud Richard s'étonne, je cite, « Ils ont peut-être juridiquement raison, mais ils ont politiquement tort. Les gens sont inquiets sur la bidoche, et là, on va donner des farines animales à des poissons. Ils sont hors de propos, en dehors de la réalité. » Fin de citation. Le gouvernement français a été interrogé sur le sujet. Réponse, je cite, « La France s'oppose sur le principe, mais ne peut pas aller contre les directives européennes. » On est donc bien protégé par l'Europe. Encore un exemple flagrant. On continue de parler de malbouffe et McDonald's qui annonce le 24 avril avoir suspendu son contrat avec le fournisseur Castelviande, confirmant ainsi les informations du journal Le Parisien. Toute livraison a été suspendue dès le 1er mars, a affirmé un porte-parole de McDonald's. Tout a été rompu dès que l'affaire Flunch a été révélée. En effet, la chaîne de restauration a été victime elle aussi de Castelviande, qui lui aurait fourni des lots de viande avariés et a fait depuis l'objet d'enquêtes. Dès août 2008, Castelviande n'hésite pas à vendre des morceaux souillés destinés à Mackay, la centrale d'achat de McDonald's, rapporte Le Parisien. Ces souillures proviennent d'accidents de découpe qui peuvent contaminer la viande, des pratiques qui sont interdites pour faire du steak haché, précise le journal. Bon appétit à tous. On continue en parlant des débris dans l'espace. Ne rigolez pas. Depuis 1978, le nombre de débris spatiaux a triplé, avec un risque de collision démultiplié, selon Einar Klinard, le directeur du département des débris spatiaux à l'Agence spatiale européenne, ESA. Je cite, « Il suffirait de quelques décennies pour qu'un tel environnement devienne instable », a-t-il souligné. Plus de 23 000 débris de plus de 10 cm sont actuellement recensés par la NASA ou l'ESA, dont la majorité sur les orbites basses, en dessous de 2000 km, utilisées par les satellites d'observation de la Terre ou la Station spatiale internationale. On termine cette vidéo en parlant des pesticides. Alors, Génération Future, qui a un site internet qui s'appelle génération-future.fr, a reçu récemment une copie d'une lettre de l'ANSES signée par son directeur, M. Marc Mortueux, adressée à la Direction Générale de l'Alimentation, à l'attention de M. Patrick Dehomo, directeur de ce service du ministère de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt. Dans cette lettre, datée du 27 août 2012, le directeur de l'ANSES réitère à l'intention de la Direction Générale de l'Alimentation certaines remarques faites dans un précédent courrier envoyé en 2009 et attire particulièrement l'attention sur certaines anomalies concernant un grand nombre d'autorisations de mise sur le marché de pesticides, des irrégularités graves. Après une vérification minutieuse des éléments contenus dans les tableaux annexes au courrier, nous remarquons, et ce pour de nombreux pesticides, que la Direction Générale de l'Alimentation a très rarement tenu compte des remarques faites par l'ANSES et notamment des avis défavorables ou favorables sous conditions concernant de nombreux pesticides. Autrement dit, de très nombreux pesticides ou usages de pesticides restent autorisés alors qu'ils devraient, selon l'ANSES, être interdits car non conformes aux exigences de la législation en vigueur. Alors on termine cette vidéo, vous en avez maintenant l'habitude, avec la rubrique Une date dans la mondialisation. Alors je retrouve Lissandro aujourd'hui. Salut Lissandro. Salut capitaine. Tu fais toujours partie du cercle des volontaires? Ah toujours, je l'ai pas quitté. Enfin, de quoi tu veux nous parler aujourd'hui? Donne-nous cette date. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une date qui est une date clé dans l'histoire du mondialisme, c'est la Fed. Alors une petite précision, ce que j'ai vu dans certains commentaires. Alors je suis obligé d'être général et d'être direct, hein, bien sûr. J'ai que quelques minutes pour étayer des sujets très importants, donc voilà, je peux pas satisfaire tout le monde. Je suis désolé, je vous renvoie aux détails. Alors la Fed, la Federal Reserve System, appelée communément la Réserve fédérale, elle a été créée le 23 septembre 1913 en réponse à diverses crises bancaires, dont celle par exemple de 1907. Elle va être appliquée par le président Wilson, loi qui est adoptée à la fin 1913. Hein. Vous savez que les lois importantes passent toujours soit à Noël ou soit pendant les grandes vacances. Alors le rôle de la Fed, c'est de créer la monnaie dans un premier temps et dans un second temps de réguler sa valeur. Et enfin, de distribuer tout cet argent fraîchement créé aux multiples banques du pays. Donc là, on prend l'exemple des États-Unis, hein, bien sûr. Alors, il faut bien comprendre que la possibilité de créer la monnaie vous donne un pouvoir gigantesque. C'est pas moi qui le dis, c'est le baron Mayer Rothschild qui dit, je cite, « Donnez-moi le pouvoir de créer la monnaie d'une nation et je me fiche de qui fait ses lois ». Je pense que c'est assez clair. Il savait donc qu'en créant l'argent, en créant autant d'argent qu'il souhaitait, il aurait la possibilité d'acheter
ce qu'il veut. Donc là, en l'occurrence, le pouvoir politique et ainsi influer sur le pouvoir législatif. Donc le gouvernement américain n'ayant plus le pouvoir d'imprimer, il se retrouve obligé de l'emprunter à la Fed, qui est une banque privée, je le précise, qui pratique donc avec des taux d'intérêt. Alors maintenant, je vais prendre un exemple, capitaine, ça va pas te plaire. Disons que tu es le gouvernement américain. On va dire que tu as besoin, donc pour simplifier, $200. Avant le septembre 1913, tu pouvais créer toi-même cet argent. Alors évidemment, c'est pas aussi simple que ça, mais je le précise, je généralise. Tu pouvais créer donc toi-même cet argent sans taux d'intérêt. Après septembre 1913, tu es obligé de t'adresser à la Fed, donc à moi, qui suis la Fed. Je vais te prêter gracieusement ces $100 à 5% d'intérêt. Donc maintenant, tu vas te retrouver avec $100 en poche. Mais le souci, c'est que tu dois rembourser $105. Où trouver donc ces $5 manquants? Bien, tu as deux solutions qui s'offrent à toi. Soit tu contractes un autre emprunt, ce qui serait idiot quand même. Ouais, mais c'est exactement, c'est ce que la France fait au jour d'aujourd'hui. Exactement, voilà. Elle se retrouve obligée d'emprunter de l'argent pour pouvoir trouver les intérêts remboursés sur le premier prêt. Je sais pas si je me fais bien comprendre. Oui. C'est l'allégorie de la piscine. Je pense qu'on mettra ça en image pour que les auditeurs comprennent bien cette notion. Oui, donc je disais, où trouver ces $5 manquants sur les 105, enfin les 100, les 105. Eh bien, tu as deux solutions, donc emprunter l'argent, comme tu dis ce que la France fait actuellement, ou bien créer un nouvel impôt. Eh bien, c'est ce que les États-Unis ont choisi de faire à partir de 1913, puisqu'ils ont créé l'impôt sur le revenu US. C'est à ça que sert l'impôt sur le revenu US. Wilson dira à la fin de sa vie, je cite, « Je suis un homme malheureux, j'ai inconsciemment ruiné mon pays. Une grande nation industrielle est dorénavant contrôlée par le système du crédit. Nous ne sommes plus un gouvernement de libre opinion, plus un gouvernement de conviction et de vote majoritaire, mais un gouvernement sous l'emprise d'un petit groupe dominant. » Ça, c'est Woodrow Wilson, le 25 septembre 1919. Donc, il nous dit très précisément qu'on avait affaire à un coup d'État bancaire. C'est comme ça qu'on peut l'interpréter. Justement, tiens, juste, je t'interromps une seconde, mais aussi ce qu'il faut savoir, c'est que quand la Fed a été créée, en fait, ça s'est fait par un petit groupe de banquiers très puissants qui est allé se planquer sur une île, sur la Jekyll Island, il me semble, pour fomenter tout ça, quoi. Alors, tu me coupes l'herbe sur le pied parce que j'avais la liste des propriétaires, mais pas de problème. J'avais la liste des propriétaires sous le nez et je comptais les données. Donc, les propriétaires dont tu parles, on a la banque Rothschild de Londres et de Berlin, la banque des frères Lazare de Paris, Banque d'Israël Mose Sif d'Italie, Banque Warburg de Hambourg et d'Amsterdam, la Banque des frères Lehman de New York, la Banque Cohn Loeb de New York, la Banque Chase Manhattan de New York et enfin la fameuse Banque Goldman Sachs de New York. Voilà, ça c'est la liste des propriétaires, on va dire, oui, les propriétaires de la Fed, ceux qui dirigent vraiment la Fed. Alors, maintenant pour en revenir sur l'impôt sur le revenu, parce que vous voyez bien que la Fed et l'impôt sur le revenu se sont mis en place exactement au même moment, c'est pas un hasard. L'impôt sur le revenu, qui est un impôt sur le travail, a été mis en place donc pour rembourser les intérêts du gouvernement sur les emprunts qu'il fait à la Fed. Maintenant, la dette des États-Unis, elle est colossale, elle s'échelonne sur des décennies entières, et les Américains continuent de payer cet impôt, toujours de plus en plus important. Or, comment impétons le fait de devoir travailler toute sa vie pour rembourser des intérêts qui ne sont pas de notre ressort, mais celui de votre gouvernement qui a fui ses responsabilités? C'est quoi d'autre si ce n'est qu'un esclavage moderne? Et là, je vous renvoie à la citation de John Marshall, qui est l'ancien président de la Haute Cour de justice, qui dit « Le pouvoir de taxer, c'est le pouvoir de détruire ». Je pense que c'est très clair. Et dans une logique mondialiste, parce qu'on en revient toujours à là, toutes ces descriptions, toutes ces analyses reviennent in fine à placer ça dans une logique mondialiste, ce système économique s'est imposé comme une référence, puisqu'il a fait des petits, il n'y a qu'à voir en Europe. La BCE, que l'on connaît actuellement, il a exactement le même pouvoir que la Fed. Le pouvoir de ce qui s'est fait aux États-Unis, on l'a reproduit en Europe, ni plus ni moins. La Fed, c'est la BCE aujourd'hui. Et c'est le système que nos élites mondialistes souhaitent imposer au monde, pour que s'accomplisse donc le nouvel ordre mondial. Alors, j'ai quelques références à donner à nos web auditeurs, s'ils veulent approfondir le sujet, et je leur conseille. Premièrement, c'est le livre de John Perkins Confidence d'un assassin financier. Confession,
Confession d'un assassin financier, merci. Et il nous dit dedans, d'ailleurs, une phrase que j'aime beaucoup, il y a deux façons de faire plier une nation. C'est soit par les armes, soit par la dette. Je vous renvoie également vers le bouquin de référence de la Fed qui est écrit, qui est rédigé par Eustache Mullins, qui s'appelle Les secrets de la réserve fédérale. Et enfin, je vous renvoie au film d'Aaron Rousseau qui s'appelle America from Freedom to Fascism, qui est disponible en sous-titré français et qui vous explique en gros toute la mécanique derrière la dette et derrière l'impôt US. Et il explique comment l'impôt US est anticonstitutionnel et illégal. C'est une question quand même très intéressante. Voilà. Bah, je te remercie, Lisandro. De rien, merci à toi. T'as été très clair. Merci à toi. On se retrouve bientôt. Je t'en prie, bah, bien sûr, avec une prochaine date. Ciao. Ciao. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Je vous remercie tous pour votre attention. Je remercie tous ceux qui m'envoient des informations tout au long de la semaine. Je remercie tous ceux qui contribuent au développement d'InfoLibre. Allez voir les liens que je vous donne, allez voir les informations, allez voir par vous-même. Et puis, restez bien informés. Rendez-vous la semaine prochaine. Ciao.